Bioproduction, biothérapie. Ce webinaire a été organisé dans le cadre du plan d'investissement France 2030 qui a été lancé en 2021, qui est doté de 54 milliards d'euros. L'objectif aujourd'hui est de vous parler du déploiement de cette stratégie à travers l'ouverture de certains appels innovation, biothérapie, industrialisation et capacité de santé 2030. Et on va également vous parler du fonds d'investissement aux sociétés de projets industriels. Sont présents... ce webinaire est organisé par Enosis Santé, l'Alliance française des pôles de compétitivité santé, BioVallée France, Eurobiomed, Lyon Biopôle et Médicène. Les objectifs de cet atelier sont de vous fournir des connaissances sur le contexte, les objectifs, les attendus et les modalités de réponse aux appels à projets innovation, biothérapie, industrialisation et capacité de santé 2030 et du fonds SCPI, et aussi de répondre aux questions pratiques des potentiels porteurs de projets. Toutes les questions auront une réponse. Certaines seront abordées pendant la présentation. 2 ou 3 questions seront sélectionnées par les intervenants. Les autres auront une réponse écrite après le webinaire. Les questions se posent uniquement par écrit via le chat. Le déroulé sera d'abord une présentation de la stratégie d'accélération bioproduction biothérapie par Élodie Pliquet de la Direction générale des entreprises. Ensuite, vous aurez une présentation des appels à projets innovation en biothérapie et industrialisation et capacité de santé par Alice Copin et Quentin Fabregat de BPI France. Du fonds d'investissement société de projets industriels par Fabien Brenneval de BPI France. Et une session de questions-réponses avant une conclusion par Laurent Laferrière de France Biolide. Je laisse la parole aux intervenants. Bonjour à tous. Alors, on a un petit, vous l'aurez remarqué, un petit problème de... Bonjour à toutes et tous. Un petit problème de son qui va être réglé, j'espère, dans quelques minutes pour que vous puissiez assister à la présentation d'Élodie Pliquet. Donc, je vous demande quelques petites minutes de patience le temps qu'on arrive à résoudre ce problème. Évidemment, ça fonctionnait bien pendant les tests, mais ça ne fonctionne pas. Donc, on va régler ça rapidement. Quelques minutes de patience. J'ai l'impression que là, ça va. Élodie, j'ai l'impression que je t'entends maintenant. Allô? Allô, Ouais. Élodie? C'est bon. On l'entend, Ouais, hein, je vais c'est même bon. pouvoir arrêter tes...
C'est bon. Et ben du coup, là, tu as la main, tu peux faire dérouler des slides et bonne présentation et bon OK, webinaire et j'ai à même toutes et le tous. son, donc Florian, je peux raccrocher le téléphone. Génial, ça marche. Allez, c'est parti. OK. Tu retardes au démarrage. Alors, bonjour à toutes et tous. Donc, désolée pour ces problèmes techniques. En effet, comme disait Florian de BioVallée, ça marche toujours bien quand on fait les tests et puis quand il faut y aller, ça marche pas. Alors, je crois que j'ai la main. Donc, moi, je suis Élodie Plié, donc pour le ministère des Finances et de pardon, et de la souveraineté industrielle numérique, direction générale des entreprises, et je suis coordinatrice adjointe de la stratégie nationale biothérapie et bioproduction de thérapie innovante. Donc voilà, j'ai la main. Donc, je vais vous recontextualiser un petit peu en fait la stratégie d'accélération et en gros son élaboration. Donc ça fait partie du plan Innovation Santé 2030 qui a été annoncé donc par le président de la République au mois de juin 2021 et en octobre aussi, sur lequel il a été annoncé qu'il y avait 7,5 milliards d'euros qui allaient être mis en tout cas sur le secteur de la santé pour faire de la France une nation des plus innovantes en matière de santé en Europe. Et donc, cette élaboration de tout ce plan et de toutes ces stratégies, ça a été en gros basé sur beaucoup d'entretiens, beaucoup de consultations, constitué avec des syndicats professionnels, excusez-moi, enfin différentes des personnalités qualifiées qui sont maintenant devenues les ambassadeurs France 2030. Donc je pense que sur la slide, vous en verrez certains que vous connaissez certainement très bien, comme Agnès Audier, Thomas Lambès, Franck Mouton, Éric Vibert et Florence Favrel-Feuillade. Et tout ça, en fait, permet justement d'avoir toujours les mêmes personnes qui suivent les sujets et de pouvoir évoluer avec ce plan. Ici, un petit détail un petit peu plus par objectif en fait de ces 7,5 milliards, en sachant que bon, je pense que la slide vous l'avez vue plusieurs fois et par moment elle n'a pas forcément les mêmes chiffres à quelques arrondis près. Donc en fait c'est toujours sur les arrondis où on est un petit peu voilà, chacun un petit peu 10 fois différent. Mais en tout cas, dans les objectifs de ce plan, on a le soutien à l'investissement industriel avec des AAP et le projet important d'intérêt européen commun, donc appelé le PIEC. Ensuite, on a un plan spécifique pour les dispositifs médicaux. Ensuite, vous avez les 3 stratégies d'accélération, donc celle dont on va parler aujourd'hui, biothérapie production, la santé numérique et les maladies infectieuses émergentes et menaces NRBC. On a tout un volet sur renforcer la recherche biomédicale et ensuite des actions qui sont plus transverses avec justement de la maturation pour des projets et des essais cliniques et accélérer les croissances des startups et l'innovation de rupture. Donc je vais rentrer dans le vif du sujet de la stratégie biothérapie bioproduction. Ah pardon, je suis désolée, je vois, je devrais éloigner mon micro, alors je vais postillonner dedans, désolée. Donc voilà, je vais juste recontextualiser un petit peu Dans le périmètre. le micro, tu peux simplement Allô? le. Oui, tu n'es pas obligé de le tenir devant toi, tu peux simplement Bah, en le fait, lâcher. je crois que si je le tiens pas, il vrille en fait et bon, Ah, ok, bon, on enfin, je continue sais comme pas. ça. J'éloigne un petit peu et comme ça fera pas des Super, merci. grésillements dans le micro. Heu, donc le périmètre de la stratégie, donc en fait, c'est de vendre des produits qui sont produits par et à partir des organismes vivants, et on y a aussi inclus, donc c'est forcément en termes de complexité de production, et il y a aussi inclus ce qui est la biologie produite avec la montée en puissance de tout ce qui est microbiote, transplantation fécale et d'autres produits issus du corps humain, et aussi tout ce qui va être synthèse enzymatique. Et on a fait aussi une petite parenthèse pour tout ce qui va être ARN et vaccin ADN pour niveau complexité de production. Ensuite, donc la chronologie de l'action, donc c'est ce que j'ai commencé à expliquer en présentant le plan innovation santé 2030, c'est que tout ça, plus les stratégies d'accélération, ça date pas que de 2021. Ça se base sur les travaux là du contrat stratégique de filière, donc qui avait été signé en février 2019, donc à la fois du côté industriel et du côté étatique, donc ministère de la santé, de la recherche et ministère des finances, pour lequel il y a un axe prioritaire justement sur la bioproduction, donc avec développer une filière de bioproduction par l'émergence de technologies de rupture. Donc tout ça, ça a permis de faire des adéquations avec le terrain, de monter des projets en consortium collaboratif. Quelques PSPC qui sont
issus du contrat stratégique de filière, donc ça, c'est très bien. Et ça a permis aussi, en avril 2019, du coup, d'avoir un grand défi biomédical, donc qui est focalisé principalement sur l'outil productif, puisque l'enveloppe est de 30 millions, donc on peut pas tout adresser en termes de chiffre de valeur. Et le but, donc c'est Monsieur Lequier, que je pense l'écosystème connaît très bien, qui a été en gros le pilote du grand défi biomédicaments, qui avait pour but d'améliorer les rendements et maîtriser les coûts de production. Donc tout ça additionné avec finalement la crise Covid, malheureusement, c'est là quand même qu'il y a eu une grosse prise de conscience qu'en termes d'outils industriels et en termes de chaîne de valeur, on devait absolument être souverain et être en capacité de répondre vite. Donc du coup, il y a eu 2 AAP, l'AAP Capacity Building et l'AAP Résilience, qui ont permis de faire des investissements dans des secteurs stratégiques. Donc principalement pour le Covid. Il faut savoir que grâce à ça, on a quand même maintenant des outils productifs qui vont rester et qui aussi servent l'écosystème de la bioproduction. Et donc, tout ça, bout à bout, ça permet d'arriver jusqu'au plan innovation santé 2030 avec l'annonce des stratégies d'accélération. Donc, pour la nôtre, qui est biothérapie bioproduction, elle a été officiellement lancée en janvier 2022, le 7 janvier exactement. Mais finalement, tout ça, c'était aussi à une constitution avec l'adéquation des remontées terrain et une consultation publique et un appel à manifestation pour lequel je remercie grandement l'écosystème d'avoir participé parce que c'est ce qui a permis de dégager les futures thématiques de la stratégie. Et donc cette stratégie, je vais vous détailler après ce qu'il y a dans l'envers, dans les différentes actions, a permis finalement d'avoir pas mal de dispositifs qui se sont créés ou qui existaient déjà, mais qu'on a pu finalement plutôt thématiser pour avoir un vrai focus, bioproduction, biothérapie. Et en juin 2022 et officiellement en décembre 2022 a été inaugurée, France Bioli, donc qui est l'association qui, permet la structuration de la filière, donc qui est finalement un produit, à la fois, du contrat stratégique de filière, du grand défi, de la stratégie d'accélération et de l'innovation sur 2030 et le manque est présent dans la conclusion. Donc voilà, ça c'est un parfait mot pour conclure, d'avoir le représentant de la filière avec nous. Donc si je continue, donc les constats, je pense que vous les savez tous, parce que c'est des chiffres qu'on a vus assez souvent. Forcément, la biothérapie, c'est un marché qui est en croissance, donc en 2020, en tout cas, c'était 8 à 9 %. Maintenant, je crois que c'est 10 %. En tout cas, en termes de souveraineté, on n'a pas trop changé. On dépend toujours en grande partie d'importation pour les biothérapies et on a toujours besoin, en fait, au niveau du système de soins, que ces thérapies puissent être accessibles à tout le monde, mais donc du coup, ça soit soutenable pour le système de santé. Et donc forcément, l'objectif, ça va être de capitaliser sur toutes les forces qu'on a en France, donc à la fois l'innovation, puisqu'on a une très bonne recherche publique qui nous est reconnue à l'international. On a des collaborations publics, privés aussi, qui font de plus en plus et qui sont de très bonne idée. Ensuite, l'axe marché, ça, il faut qu'on arrive à faciliter plus et avoir des outils industriels performants et le but, c'est forcément d'avoir une production qui va être souveraine. Ça, ce sont les objectifs forcément. Alors vous avez des fois des objectifs à 2025 et des fois des objectifs à 2030 puisque le plan s'appelle France 2030. En fait, l'idée, c'est que les stratégies, elles vont pas forcément aller jusqu'à 2030 en termes de financement ou comment dire, d'effets de déploiement, mais le but, c'est qu'on ait des effets leviers. C'est-à-dire que nous, on espère que si en 2025, on est capable de produire 10 biomédicaments. L'objectif que vous connaissez plus pour 2030, c'est produire 20 biomédicaments. On sera pareil à avoir doublé le nombre d'emplois du secteur et avoir justement des émergences de licornes et de TI et de potentiellement d'un nouveau label ciel. Là, je parle des FT 120, mais ça peut être, il y a les ELS 20 qui ont été mais récemment. Forcément, voilà, le label qui se recourt peut aussi être source d'objectifs. Et pour ça, la France a des véritables atouts. C'est ce que je disais avec une recherche qui est internationalement reconnue, des grandes écoles. On a aussi quelque chose que beaucoup de pays nous envient, c'est l'universalité d'accès aux soins. Et on a des grands clusters d'innovation avec des CHU et des hôpitaux, même des universités qui peuvent être à la pointe avec des plateformes dans certains labos qui sont vraiment à la pointe de la technologie. Et donc pour ça, en fait, l'État a investi donc 800 millions
d'euros pour 5 ans avec une stratégie donc qui est basée sur 4 axes. Catalyser l'innovation et le développement, d'un écosystème français solide. Ensuite, on a forcément un enjeu d'accès, au marché des thérapies innovantes et de façon à le simplifier. Donc ça, je pense qu'on pourra s'appuyer aussi grandement avec, l'agence d'innovation en santé qui a aussi été, récemment, inaugurée. Développer l'outil industriel, pour passer à l'échelle et forcément produire sur le territoire afin d'avoir la souveraineté, industrielle sur notre territoire et renforcer la structuration de la filière. Donc là, merci Laurent d'être présent, pour représenter cette filière de la bioproduction. Forcément le constat qu'on avait fait en 2021, pour l'instant, il est toujours de rigueur, hein, après voilà, les thématiques sont flexibles, mais l'État s'est orienté massivement suite au constat des consultations publiques et des AMI sur, les technologies en oncologie, l'innovation en thérapie génique et cellulaire, tout ce qui va être, nécessité d'optimisation, mais du coup pour les nouveaux systèmes d'expression qui vont permettre de produire des médicaments, forcément toujours avec cette notion de coût, qui est à maîtriser, et justement dans la même idée d'avoir un développement d'unités de bioproduction plus performantes avec, justement ces outils d'optimisation, de bioproduction et le but, bon, bah, c'est toujours d'atteindre les objectifs que j'ai cités dans la slide, précédente. Et donc pour ça, donc là, vous avez une slide en fait qui présente, les dispositifs en un coup d'œil qui sont déployés donc à la fois en France 2030 sur les stratégies d'accélération, mais aussi des choses qui étaient déjà existants, plus structurelles. Tout ce qui va être, en bleu dans cette slide donc comme BPI est présent, je les laisserai présenter tout ce qui concerne les dispositifs BPI, en tout cas propres à la stratégie. Après voilà, les dispositifs structurels, structuraux même, je pense que vous les connaissez entre iLab, Innovidemo, AAP, Première Usine. Ça, c'est des choses qui sont, plus multisectorielles, donc avec pas forcément le focus biothérapie, bioproduction, contrairement aux dispositifs, qui sont propres à la stratégie d'accélération. Je vais plutôt me focaliser du coup sur les dispositifs qui sont opérés par l'ANR puisqu'ils ne sont pas présents aujourd'hui avec, si on prend dans, comment dire? Si on prend dans la chaîne de maturation, la partie recherche fondamentale, nous avons le PEPR. Donc PEPR, c'est pour programme et équipement prioritaire de recherche en biothérapie et bioproduction. Je vais vous détailler après derrière, dans les slides qui suivent. Ensuite, pour tout ce qui va être, transfert de technologie avec justement des plateformes qui permettent d'aller quand même jusqu'à un niveau de passage à l'échelle. Il y a eu la labellisation, des intégrateurs biothérapie, bioproduction. Donc ça a déjà commencé avec le grand défi puisque Emmanuel Dieucky avait été à l'origine du premier label intégrateur. Donc le but, c'était de pérenniser cette action. Ensuite, vous avez aussi opéré, par ANR la pré-maturation, donc ça qui va concerner les organismes de transfert et les SAD, donc pour, la valorisation et justement avoir aussi faire le lien avec ces plateformes, intégrateurs, mais aussi le lien avec la recherche fondamentale qui est plus en amont pour, maturer les projets aussi qui vont être issus du PEPR. Vous avez d'autres dispositifs qui sont plus justement structuraux, et qui sont plus transverses, mais qui peuvent être intéressants aussi pour, la partie biothérapie, bioproduction qui vont être un dispositif, du coup sur les IHU et aussi, sur les RHU et on a aussi un autre AMI qui a été ouvert qui est, l'AMI BioCluster pour lequel là, il y a eu un lauréat, annoncé donc c'était, début d'année, qui est le PSCC, à Saclay, qui, je pense va pouvoir aussi être un BioCluster qui va être propice, pour des projets par exemple de biothérapie et aussi de bioproduction. Et ensuite, il y a un gros volet formation, qui sur, l'AMI compétences et métiers d'avenir, pour lequel il y a mise à jour en ce moment. Il y a déjà eu quelques lauréats, en tout cas sur notre thématique et là, il y a une mise à jour globale, ça devrait arriver incessamment sous peu. Je vais rentrer plus dans le déploiement des actions. Si je prends le PEPR, donc nous, dans le cadre de notre PEPR, biothérapie, bioproduction, il est porté par, 2 pilotes, l'INSA et le CEA et donc forcément le but, c'est de structurer les communautés de recherche et émerger des technologies de rupture. Le PEPR enfin il y a les interlocuteurs en tout cas du PEPR ont présenté aussi au congrès France Bioproduction qui s'est tenu la semaine dernière à Tours, la globalité en fait du projet. Là on peut pas encore tout détailler parce qu'il y a encore certaines, discussions en cours, mais ça devrait être, bientôt rendu, public. Et le but, c'est vraiment de consolider la recherche française pour avoir, les approches innovantes et du coup de rester vraiment dans la compétition internationale avec une forte, attractivité sur cette partie fondamentale.
En termes de, donc pour faire la suite, toujours sur l'échelle de maturation, l'appel projet prématuration, donc lui qui est clos, pour lequel il y a eu un communiqué de presse de mémoire qui annonçait le lauréat, donc le consortium Combio, qui est porté par l'Intern Transfer et la SAT Sud-Est. Et donc le but, c'est toujours de continuer sur ce cycle de l'innovation. Pour lever des verrous organisationnels ou techniques, et du coup s'appuyer aussi sur toute la filière, donc en étant implémenté par la recherche fondamentale, et aussi l'aspect plateforme pour faire des projets collaboratifs, par exemple avec les intégrateurs qui sont l'action juste derrière que j'explique. Cet AP intégrateur, il est aussi clos. À l'heure actuelle, on en a 5 qui sont vraiment labellisés. Il risque d'avoir d'autres. Enfin, il y a encore des discussions en cours pour d'autres intégrateurs qui étaient déjà en fait dans le circuit. Mais en tout cas, ça pérennise l'action qui avait été initiée par le Grand Défi, avec le but d'avoir des plateformes qui permettent l'accélération et l'industrialisation de biothérapie, et de faciliter le transfert justement vers des entreprises de biotechnologie ou des producteurs pour tiers. Donc c'est vraiment d'assurer ce lien. Ensuite, le dispositif, forcément, pour arriver à faire tout ça, il faut bien former les gens aussi. Donc, l'AMI compétences et métiers d'avenir, nous, on l'adresse vraiment sur toute la chaîne de valeur. Et le but, c'est vraiment de répondre quand même le plus possible aux besoins des entreprises, pour pouvoir former tous les opérateurs, les techniciens, qui va s'adresser justement à l'ensemble des niveaux de bac+2 à bac+8. On veut vraiment augmenter ça et aussi rendre ça attractif. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un vrai enjeu de pédagogie et de communication pour sensibiliser les futurs apprenants et les prescripteurs au métier de la filière. Il y a déjà des projets, donc qui n'étaient pas forcément dans la MICMA, mais par exemple le campus biotech digital, moi j'avoue, j'ai testé là au congrès de Tours la réalité virtuelle. C'était très intéressant comme expérience. Donc j'invite vraiment à se former aussi de cette manière-là virtuellement. C'est aussi très intéressant. Et dans le cadre de la MICMA, il y a eu 3 lauréats, dont un en diagnostic, qui est plutôt dans la région, c'est Lyon, Arras, et 2 dispositifs, un à Toulouse et un à Grenoble, justement en termes de formation pour doter en fait cet objectif de répondre aux besoins des entreprises, d'avoir vraiment ces nouvelles compétences pour les métiers d'avenir. Alors ces 2 dispositifs-là, donc qui permettent finalement de toujours catalyser l'innovation, en tout cas pour l'AP innovation, biothérapie, bioproduction. Je vais laisser BPI l'expliquer, ça sert à rien de faire 2 fois, puisque du coup ils vont le présenter juste derrière, ça sera plus pertinent. Vous avez la même version en fait pour la partie qui est plus aval, donc du coup pour justement aller vers l'industrialisation et l'augmentation des capacités de production avec l'AP industrialisation et capacité santé 2030. Idem, je laisserai BPI présenter le dispositif. Et donc en fait, moi je vous fais juste un petit focus. Donc BPI le complète aussi pour la partie en tout cas opérée par BPI France, mais là c'était pour avoir justement le focus CNR, avec finalement les projets retenus, le réseau des intégrateurs, c'est ce que je dis, 4 millions d'aides avec 5 intégrateurs, mais il y a des discussions en cours pour d'autres, pour en rajouter d'autres. Et ensuite, la partie formation pour la MICMA, donc on est à 7,2 millions d'aides, 3 projets, en sachant qu'on a fait 2 levées, et il devrait y avoir aussi les résultats de la levée 3 qui vont bientôt arriver. Et ensuite, j'ai pas envie de dépasser trop mon temps, donc je sais pas trop où j'en suis. En termes de structuration de filière, c'est ce que je disais au début, c'est aussi finalement le parfait exemple de ce qu'on peut faire en fait avec la stratégie d'accélération et toutes les forces vives, en tout cas entre le contrat stratégique de filière, les pouvoirs publics et finalement les adhérents que vous êtes, en tout cas pour avoir structuré cette filière France Biolide. Et je laisserai Laurent finir la conclusion de toute notre intervention. Et je pense que j'ai terminé ma partie. Oui. Merci Élodie. Je remets en participante et je laisse la parole Du coup, je mets à Alice et Quentin. dans la caméra. Mais... Voilà. Donc, c'est bon. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Là, c'est bon. Plus que la caméra de Quentin, s'il le souhaite.
Et, c'est à vous. Vous avez normalement, Quentin, tu as la main sur les slides. Ouais, c'est bon normalement. Très bien, merci beaucoup. Alors, donc nous, on va vous présenter donc les 2 appels à projets qui sont donc en lien avec la stratégie d'accélération biothérapie, bioproduction et qui sont opérés par BPI France. Donc pour recontextualiser ces appels à projets, donc BPI France propose un continuum d'offres de financement qui vont de l'exploration de la faisabilité d'une technologie à son industrialisation. Sont proposées à la fois des aides en région opérées par BPI France et des aides au niveau national. Et ces offres, comme le disait déjà Élodie, se déclinent en 2 volets, un volet structurel et un volet dirigé. Donc le volet structurel, ça va être des appels à projets qui sont généralistes, donc qui vont couvrir l'ensemble des secteurs. Et puis le volet dirigé, donc ici sur cette diapositive pour le domaine santé, va correspondre à des appels à projets qui sont thématisés, en lien avec les thématiques ici du domaine santé, donc soit biothérapie, bioproduction, maladies infectieuses émergentes et risques NRBC, dispositifs médicaux ou santé numérique. Et donc aujourd'hui, durant ce webinaire, nous allons présenter les 2 appels à projets qui sont en lien avec la stratégie d'accélération biothérapie, bioproduction. Donc pour les projets de R&D, ça va être l'appel à projet innovation en biothérapie, bioproduction. Et pour les projets d'industrialisation, c'est Quentin qui vous présentera l'appel à projet industrialisation et capacité santé. Donc, pour le premier appel à projet, c'est un appel à projet qui vise à répondre au premier axe de la stratégie d'accélération, c'est-à-dire catalyser et maintenir l'excellence de la recherche en biothérapie en accélérant notamment le transfert de technologies et en assurant un flux constant d'innovation. Cet appel à projet se décline en 3 thématiques: le développement de biothérapie en santé humaine, le développement d'outils de R&D ou de stratification pour le développement de biothérapie, et le développement de nouveaux procédés de bioproduction, nouveaux outils, équipements et systèmes d'optimisation de technologies de bioproduction existantes. Vous avez la possibilité de présenter des projets qui sont monopartenaires ou collaboratifs. Pour les projets collaboratifs, ce sera des projets avec au maximum 4 partenaires qui vont inclure à minima une PME ou une ETI. Et donc, les budgets minimums à présenter pour ces appels à projets sont dépendants des thématiques adressées par le projet et de la typologie monopartenaire collaboratif. À titre d'indication, donc les projets durent entre 12 et 48 mois. Et on demande un niveau de TRL minimum qui est de 4-5. Donc pour les projets de biothérapie, ça va être à minima une preuve de concept solide non réglementaire chez l'animal. Et pour les projets de bioproduction, ça correspond à un prototype échelle réduite réelle. Alors, pour ce qui est des critères d'éligibilité et de sélection, donc ici, on a présenté donc les principaux critères. Donc ce sont des listes non exhaustives, mais pour ce qui est de l'éligibilité du projet, ça va être donc le caractère innovant du projet en lien avec la thématique de l'appel à projet qui devra être argumenté par le porteur. Il ne faut pas avoir également le statut d'entreprise en difficulté au sens de la définition européenne au moment du dépôt du dossier. Il faut présenter des travaux de R&D non engagés avant le dépôt de la demande d'aide. Donc, pour information, la date de prise en compte des dépenses correspond à la date de la relève. C'est-à-dire que la date de la relève, c'est la date du premier dépôt de dossier. Et donc, toute dépense antérieure à cette date ne pourra pas être prise en compte dans les dépenses présentées. Et il faut également ne pas causer de préjudice important. Donc, les projets causant un préjudice important du point de vue environnemental, selon, encore une fois, le règlement européen, seront exclus de ce processus de sélection. Pour ce qui est des critères de sélection, donc, on va s'intéresser à la clarté et la pertinence de l'impact médical ou économique attendu. Il faut également une stratégie d'accès au marché solide avec préciser la taille des marchés visés, les caractéristiques des marchés visés qui devront être précisées et puis quantifiées. Il faut également préciser donc, le caractère innovant du projet. Donc le degré d'innovation doit bien être détaillé au regard de l'état de l'art et de la concurrence. On regarde également l'expérience des porteurs, leur capacité à mener à bien le projet et la maturité préexistante du projet.
le plan de financement qui doit être cohérent et clair, l'impact socio-économique et les retombées économiques pour le territoire national, ainsi que l'impact sur l'attractivité industrielle de la France, et également la prise en compte de la transition énergétique et écologique. Donc, pour ce qui est des dépenses éligibles lors de ces appels à projets, donc de cet appel à projet, donc ça va être des dépenses qui ont un lien avec la R&D du projet. Donc, tout ce qui va être études précliniques réglementaires, études analyse de toxicité, évaluation clinique également, et sur des frais de personnel, de l'amortissement d'équipements en lien avec la R&D, des achats de consommables. Et puis pour ce qui est des dépenses non éligibles, ce sera tout ce qui est en lien avec la commercialisation du produit, son marketing, voilà, la recherche de distributeurs, la stratégie internationale pour l'accès au marché du produit. Les CRO hors de l'Union européenne sont également non éligibles, sauf cas particuliers et argumentaires associés par le porteur. Les essais cliniques qui n'ont pas lieu dans l'Union européenne et les essais cliniques de phase 3. Vous avez également la possibilité d'inclure des laboratoires académiques et des acteurs cliniques et hospitaliers, donc soit en tant que partenaire, soit en tant que sous-traitant de l'entreprise qui est financée, qui est chef de file, par exemple pour les essais cliniques. Donc c'est-à-dire que les CHU, que les CHU soient promoteurs ou non, ils sont toujours, les dépenses associées sont toujours présentées en sous-traitance. Et voilà. Donc, pour ce qui est des modalités de financement, donc là, vous avez un tableau qui résume les taux maximum d'aide auxquels que vous pouvez attendre. Donc, il s'agit de taux maximum, donc les taux réels peuvent être diminués. Le taux va dépendre de la nature de la dépense, donc c'est une dépense de recherche industrielle ou de développement expérimental, et il est dégressif en fonction de la typologie de l'entreprise. Donc, le taux est diminué pour les grandes entreprises. Donc, pour ce qui est de la différence, donc recherche industrielle et développement expérimental, tout ce qui va être en amont de la préclinique réglementaire, c'est considéré comme la recherche industrielle, et tout ce qui est en aval de la préclinique réglementaire correspond à du développement expérimental. L'aide qui est octroyée est composée d'une part de subvention et d'une part d'avance récupérable. En général, la part de subvention est de l'ordre de 60%. Et donc sont éligibles les phases 1 jusqu'à 2A réalisées en France. Les phases 2B réalisées en France sont également éligibles, mais non prioritaires selon le cahier des charges. Donc, elles pourront être financées, mais uniquement sous forme d'avance récupérable. Pour ce qui est du calendrier de dépôt, donc, vous avez donc, la prochaine relève qui correspond à la 3e relève de l'appel à projet aura lieu le 21 novembre 2023. Donc, voici l'enchaînement des étapes lors du dépôt d'un projet. Donc, vous avez d'abord la relève, une phase de présélection. Donc, cette présélection se fait se fait sur la base du PowerPoint que vous déposez sur la plateforme de BPI France. Donc, faites bien attention à présenter un PowerPoint qui est exhaustif, notamment sur le degré d'innovation, de bien présenter la technologie, de mettre tous les éléments que vous jugez utiles pour qu'on puisse sélectionner au mieux le projet. Parce que voilà, des éléments manquants qui seraient manquants dans ce dossier pourraient être pénalisants pour le projet. Donc, faites bien attention à mettre tous les éléments, sachant que le PowerPoint que vous déposez à ce moment-là ne correspond pas forcément au PowerPoint que vous présenterez durant l'audition. Vous avez la possibilité de faire un deuxième PowerPoint qui sera plus adapté au format d'une présentation orale si le projet est retenu pour passage en audition. Donc, s'ensuit l'étape d'audition, donc avec la présence d'au moins 3 experts indépendants externes. Et pour les projets de plus de 10 millions, d'assiettes supérieures à 10 millions d'euros, la présence également des référents ministériels associés à la stratégie d'accélération biothérapie bioproduction. Une fois cette audition passée, donc si le projet est retenu et continue vers la phase d'instruction, vous avez alors 1 mois pour déposer un dossier complet. Donc,
là, voilà, on vous invite à faire attention et à anticiper ce dépôt de dossier qui est quand même assez rapide. Vous avez un délai d'1 mois pour préparer ce dossier, donc voilà, faites bien attention à pouvoir anticiper ces délais. S'ensuit la phase d'instruction, puis de décision, donc à l'issue de toutes ces phases, donc on est à peu près à 6 mois après la relève du projet. Voilà. Bien, je vais maintenant vous présenter alors donc l'appel à projet industrialisation et capacité santé 2030, donc qui est beaucoup plus, aval par rapport au premier appel à projet innovation biothérapie, bioproduction et également du coup le plan, start-up et PME industrielles. Donc le plan start-up et PME industrielles en fait il s'inscrit, donc non seulement vous avez vu le continuum de financement des aides publiques qui vous a été présenté par Alice, avec le volet structurel et ensuite le volet dirigé par, stratégie d'accélération. Mais vous avez du coup un ensemble en fait, d'aides, ou d'accompagnement qui sont sous d'autres formes. On a par exemple des prêts et des prêts sans garantie ou avec garantie, donc qui sont faits au niveau des directions régionales de BPI-France, donc les pré-amorçages, les pré-amorçages innovation, le prêt innovation. On a des nouveaux dispositifs, donc le prêt nouvelle industrie. Et ensuite, vous avez aussi des fonds propres, donc avec tous les fonds de capital risque qui peuvent être opérés par BPI-France. Et vous avez le nouveau fonds, qui est le fonds, SPI 2, dont on aura la présentation juste après par Fabien. Vous avez également du coup des fonds, plus amont, donc les fonds de fonds, avec le Fonds national d'amorçage, donc qui abonde les fonds d'amorçage, français. Et vous avez un nouveau fonds qui a été créé, donc qui aura une thématique qui sera axée sur l'industrialisation des startups, qui s'appelle du coup le Fonds national de venture industrielle pour favoriser l'émergence de fonds privés. Vous avez aussi tout un panel en fait, de dispositifs d'accompagnement avec des accélérateurs, par exemple l'accélérateur NEO ou des accélérateurs, PME, et aussi des dispositifs de diagnostic, que ce soit, pour de l'industrialisation, et ensuite ou qui peuvent être ensuite spécifiques à des thématiques particulières. Sur l'appel à projet industrialisation et capacité santé, il s'inscrit en fait dans l'axe 3 de la stratégie d'accélération, donc qui vise donc à développer un outil industriel, pour la France pour, assurer et accélérer le développement, de biothérapie et industrialiser la production en France. La nature des projets attendus donc vous a été présentée, par Élodie, mais rapidement du coup, on est sur de la création de lignes pilotes, pour des lots qui peuvent être, destinés aux études cliniques, ou alors des lignes de production commerciale de produits innovants. Donc ça peut être en propre ou pour le compte de tiers, par exemple pour des CDMO ou des CMO. On a donc ensuite de l'augmentation de capacité de sites de production déjà existants, avec des produits qui reflètent un caractère stratégique pour la souveraineté nationale, pour lesquels, par exemple, on a pu avoir des pénuries pendant la crise covid. Les projets attendus, donc il y a soit des projets monopartenaires, donc portés par une société avec un budget donc qui doit être au moins supérieur à 1 000 000 €, ou des projets collaboratifs avec 4 partenaires maximum, avec au moins dans les partenaires une PME ou une ETI et un budget là qui doit être, supérieur à 2 millions d'euros. Les durées, de projet, c'est comme l'autre appel à projet, c'est 12 à 48 mois et les niveaux de TRL du coup sont plus hauts. On est sur des TRL, 6-7, donc qui correspondent à une validation du démonstrateur en environnement réel. Sur les critères d'éligibilité et de sélection, donc d'abord sur les critères d'éligibilité, donc ils sont très similaires, aux précédents sur les 2 premiers. Donc j'insiste sur le statut d'entreprise en difficulté, hein, selon la réglementation européenne. Donc il y a un petit calcul à faire, sur les fonds propres, sur le haut de bilan. Vous avez ensuite donc les dépenses éligibles sont les travaux d'industrialisation qui doivent être non engagés avant le dépôt de la demande d'aide. Et ensuite, ils doivent répondre aussi aux critères DNSH, donc de ne pas avoir un préjudice, sur l'environnement. Sur les critères de sélection, donc là, on va plutôt regarder, donc le caractère innovant sera regardé, mais sera peut-être moins prioritaire dans la liste des critères de sélection. On va être sur, l'impact sur l'attractivité industrielle de la France, le développement du tissu industriel,
et aussi donc toute une partie de sécurisation des approvisionnements, pour lequel on a pu voir la criticité pendant la crise Covid. Donc tout ce qui va rentrer en fait dans la souveraineté nationale, et j'insiste aussi sur l'impact, environnemental et la transition énergétique, qui est un critère qui est, particulièrement regardé sur cet appel à projet. Sur les dépenses, il y a une petite, c'est les dépenses, sur les projets d'industrialisation et pas R&D. Donc sur les dépenses éligibles, donc c'est, d'abord pour le financement du CAPEX, donc sur de l'aménagement foncier, par exemple de salles blanches, et les équipements, de production peuvent aussi, être pris en compte, être éligibles toutes les étapes de qualification des équipements. Donc on va parler de qualification de l'installation, qualification opérationnelle, qualification de performance des lignes de production. La certification peut aussi entrer dedans. Il faut que les qualifications soient amorties en fait avec l'équipement, et c'est le coût unitaire de l'équipement donc qui est pris en compte dans le cas où c'est un achat en propre par la société. Le crédit bail peut être, éligible. En revanche, donc ce sera un crédit bail avec, non pas une option d'achat, mais une obligation d'achat qui pourra être éligible, et ce seront uniquement les loyers sur la durée du projet qui seront éligibles. On a, les dépenses immobilières qui peuvent être prises en compte, mais il faut que ça reste très minoritaire, en fait, par rapport aux dépenses d'équipement pur. Donc on pourra prendre en compte, vraiment quand je parle de dépenses immobilières, c'est le gros œuvre, la partie coque, la partie bâtiment. Mais si les dépenses sont très importantes, on vous conseille plutôt d'aller voir la Banque des territoires, donc qui sont les délégations régionales de la Caisse des dépôts et consignations, qui financent, ce type de projet sur la partie, immobilière. On peut aussi, prendre en compte les frais RH, uniquement pour les PME et sur des nouveaux recrutements avec une durée maximum 2 ans. La R&D, on peut en prendre en compte si c'est le développement d'une dernière brique technologique qui va mener derrière à l'industrialisation du produit, mais il faut que ça reste aussi des dépenses très minoritaires. Enfin, donc toutes les études de faisabilité, par exemple, pour la partie, aménagement foncier ou la partie production peuvent être prises en compte. Pareil sur les dépenses non éligibles, on retrouve les mêmes dépenses que sur l'appel à projet innovation en biothérapie et bioproduction. On ne prend pas les essais cliniques sur cet appel à projet, et l'assiette de dépenses ne doit pas faire l'objet d'un financement public. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas cofinancer, une partie sur la stratégie d'accélération biothérapie et bioproduction, et une autre partie sur un autre dispositif de financement public, qui est opéré par exemple par un autre opérateur. Ça doit vraiment être des assiettes séparées. Sur les modalités de financement, alors c'est plus compliqué que pour les projets R&D où on a un seul régime d'aide qui est mobilisé. Sur l'industrialisation, on a différents régimes d'aide. Donc on vous a mis ici les taux maximum, hein, d'aide qui peuvent être appliqués. Donc on est sur les dépenses de CAPEX, aménagement foncier, équipement, y compris qualification des équipements, donc de 35 pour les PE jusqu'à 15 pour les GE. Les frais RH, donc 20 pour les PE, 10 pour les ME. Donc comme je rappelle, c'est uniquement éligible pour les PME, et pour des nouveaux recrutements, de collaborateurs. Et donc, ensuite les dépenses de R&D qui peuvent être financées, si elles sont minoritaires, au même taux en fait que sur l'appel à projet innovation biothérapie. Donc ce sont des dépenses assez aval, donc ce sera des dépenses de développement expérimental. Il peut y avoir également, donc vous voyez des petits astérix, un bonus de 15 sur des, projets qui sont localisés sur des zones dites, aide à finalité régionale, dont vous avez la liste des communes qui est publiée au Journal officiel de la République. Les modalités d'aide, on est sur, donc quelles que soient les dépenses sur, un mix de subventions et d'avances remboursables, sous forme de 60 de subventions et 40 d'avances remboursables. Le calendrier, en fait, les étapes sont sensiblement les mêmes, en fait, parce qu'aujourd'hui, c'est un processus qui est normé au niveau de France 2030. Simplement, les relèves sont différentes. Donc la prochaine relève est le 9 mai, la suivante le 19 septembre, et il y a pour l'instant, la dernière relève prévue dans le cahier des charges est au 9 janvier 2024. Et vous avez, j'insiste sur, entre l'audition, donc entre la notification de passage, en instruction approfondie,
et le dépôt du dossier complet, donc du deuxième dossier de candidature, vous avez un mois seulement. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que vous déposiez un dossier quand votre projet est assez mature, parce que derrière, vous aurez très peu de temps pour rédiger le dossier de candidature complet qu'on vous demande et pour lequel on demande beaucoup plus de détails on demande un devis qui est tâche par tâche, qui est beaucoup plus détaillé et une présentation du projet avec une description des lots et des tâches, avec le choix des sous-traitants, par exemple. Donc voilà, donc il faut que le projet soit assez mature quand vous déposez à la relève. Un petit bilan sur la stratégie d'accélération biothérapie, bioproduction. Donc, Élodie vous a fait un bilan global. Nous, on a juste axé sur la partie opérée par BPI France. Donc vous avez ici l'assiette d'aide globale est de 79 millions d'euros, 28 projets donc lauréats, et aussi le grand défi biomédicaments avec 12 millions d'euros. Donc ce qui fait un total de 54 partenaires financiers, dont 30 PME. Et vous avez la répartition du coup des projets lauréats. Aujourd'hui, on a seulement, malheureusement, sur la première relève, on n'avait que 2 projets lauréats sur la partie industrialisation et capacité santé. Donc n'hésitez pas à déposer un projet. Et donc les autres lauréats donc sur la partie biothérapie, donc les outils de bioproduction et les optimisations de process, donc qui ont été lauréats sur l'appel à projet innovation en biothérapie et bioproduction. Voilà, donc vous avez en dessous le détail des parties précliniques, cliniques qui ont été financées. Donc comme on vous disait, effectivement, les phases 2 peuvent être financées sur l'appel à projet innovation en biothérapie, mais sont moins prioritaires que la phase précoce clinique, donc phase 1 ou phase 1-2A de sécurité. Vous avez en bas donc des exemples de lauréats sur la stratégie d'accélération, qui sont des lauréats de l'appel à manifestation d'intérêt, donc qui a permis le lancement de la stratégie d'accélération. Aujourd'hui, les lauréats de la première relève de l'appel à projet innovation biothérapie bioproduction n'ont pas, enfin, il n'y a pas eu de communication encore globale. Certains ont déjà communiqué. J'ai l'exemple de Netri et d'Etap Lab qui a communiqué sur le fait qu'ils étaient lauréats. Donc vous avez non seulement du financement du coup d'entreprises et de partenaires académiques par la stratégie d'accélération, mais aussi du coup d'autres types d'acteurs donc pour la structuration de l'écosystème avec France Bioline, dont Laurent Laferrière nous parlera juste après. Merci de votre attention. Merci Quentin, merci Alice. Donc, je vais promouvoir Fabien en animateur. Normalement, Fabien, c'est bon. Tu peux défiler les slides, c'est à toi. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je suis Fabien Bonneval, je suis directeur d'investissement dans le fonds SPI, le fonds de Société Projet Industriel, qui est le fonds, disons, d'industrialisation de BPI France. Donc, quand je dis industrialisation, en gros, on est à mi-chemin entre du capital risque et du capital développement. Le fonds, il a été créé en 2015. On en est maintenant au deuxième fonds. Le premier fonds a été, on a dépensé toute l'enveloppe qui nous avait été allouée. Et on se focalise donc sur la phase de première industrialisation d'innovation. Donc on n'est pas en tant que tel, on ne fait pas que des projets en santé ni en bioproduction. On regarde tous les secteurs, on est généraliste. Mais parmi les secteurs qu'on regarde, on regarde effectivement le secteur de la santé et de la bioproduction. Donc on investit en fonds propres, ça c'est le premier point. Donc ce qui avait été présenté avant, c'était plutôt de la subvention ou du prêt, mais là, nous, on est en fonds propres. Donc on investit, on devient partenaire avec le porteur de projet. Et le fonds, donc, il a été créé pour répondre à un certain nombre d'objectifs. Le premier, donc, c'est permettre à l'innovation d'aller à l'industrialisation. Donc, quand le fonds a été créé, il y avait beaucoup d'études qui avaient montré qu'il y avait beaucoup de R&D qui était faite en France, mais que cette R&D, finalement, était soit vendue à des acteurs étrangers ou alors
industrialisés dans des pays autres que la France. Donc le but, c'est de répondre à ce qu'on a appelé à l'époque la vallée de la mort, donc cette phase très risquée entre le moment où la R&D a montré un produit qui pourrait fonctionner et le fait qu'il faut construire une usine, commencer à l'opérer et commercialiser les produits. Le deuxième objectif, c'est évidemment de recréer des emplois industriels, donc des emplois non délocalisables. Ça fait partie des enjeux, même si ce n'est pas le critère principal, mais c'est l'un des objectifs. On investit avec toutes sortes de partenaires, donc on peut à la fois travailler avec des startups, des PME, mais également des grandes entreprises. On a des projets également avec des coopératives, des partenaires étrangers qui souhaitent industrialiser leurs processus ou leurs produits en France. Donc on est là-dessus très éclectique. L'un des objectifs qui est également donc d'attirer d'autres investisseurs. Alors pour le moment, on est encore au début, même si le fonds numéro 1, il a déjà quelques années. Ça prend du temps de montrer qu'on est capable de prendre ce risque et d'avoir un retour financier face à ce risque. Donc ça fait partie des ambitions de BPI d'attirer des fonds privés sur ces sujets-là. Et donc c'est un travail en cours. Et le dernier objectif, c'est évidemment prendre en compte les aspects ESG, donc construire une industrie durable, profitable évidemment. Enfin, il faut que les usines soient pérennes. Voilà, l'objectif, c'est pas de fermer l'usine. On regarde des critères de pérennité lorsqu'on investit. Donc, parmi nos critères de sélection, le premier critère qu'on va regarder, c'est l'innovation. Donc, l'innovation du projet, du produit, du process. On va qualifier cette innovation, on va qualifier le projet industriel également. Donc, ça doit être une première usine évidemment construite en France. On va regarder la pérennité de ce projet et notre critère pour la sélection des projets va ensuite être, une fois qu'on a passé donc ces deux critères innovation et projet d'usine, on regarde le critère financier. Donc on va travailler sur le business plan avec le partenaire et on analysera les risques et les retours probables et attendus d'un investissement dans un tel projet. Donc on est vraiment sur un critère financier, ça c'est important, on est un investisseur avisé et on doit avoir un retour financier sur la base des risques que l'on est capable de prendre. Donc j'ai mis quelques chiffres clés, mais le fonds numéro 1, donc lancé en 2015, avait 800 millions sous gestion, 700 millions de la part du SGPI, qui est désormais France 2030, et 100 millions qui nous avait été confiés par la Banque européenne d'investissement. Donc ce fonds, comme je l'ai dit, il a été éteint. On a investi dans une vingtaine de sociétés. Et le fonds numéro 2, il a été lancé en juin 2022, donc l'année dernière, avec cette fois une ambition de 1 milliard d'euros. Donc plus gros, on a un seul souscripteur cette fois, c'est France 2030. Donc la BUI n'est plus là. On est sur des tickets entre 5 et 150 millions, donc c'est très vaste. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est capable de s'adapter à des projets de moyenne taille, je ne vais pas dire petits, mais de moyenne taille, et des gros projets également. Et on a deux modalités d'investissement, je ne les ai pas décrites sur la slide, mais la première, c'est on est capable de créer des sociétés de projet, donc on va créer une JV, une joint venture avec le partenaire pour investir, pour créer l'usine. Donc c'est cette SPV qui possédera l'usine, qui s'occupera de la commercialisation, etc. Et on peut investir directement dans les startups ou dans les entreprises qui souhaitent développer leur usine, avec évidemment ce projet d'usine qui doit être primordial dans la vie de la société. En termes d'investissement, donc une petite carte de France, on est plutôt bien représenté dans l'écosystème français, avec des investissements dans toutes les régions. Il y a également donc les sociétés dans lesquelles on a investi dans le cadre du fonds numéro 1, dans le cadre du fonds numéro 2, qui est encore récent, et les quelques désinvestissements qu'on a pu faire. Donc, dans le secteur de la santé, on a notamment investi dans une société qui s'appelle Hyposkesi,
qui était une société de bioproduction, enfin de thérapie génique, production de thérapie génique avec le Téléthon. Donc c'est une société dans laquelle on a investi en 2016, dont on est partiellement sorti en 2021. On a encore un pourcentage de la société, mais qui est désormais faible. C'était un gros projet à l'époque, c'était un projet dans lequel c'était le plus gros ticket du fonds à l'époque. Bon, maintenant, il y a d'autres investissements qui ont surpassé ce montant. Donc, on sait faire, hein, on sait regarder des projets de santé, et on regarde d'ailleurs en ce moment un certain nombre de sociétés qui ont développé des projets d'usine sur plutôt des medical devices. Donc, ça peut être des pompes cardiaques, ça peut être des tests. Donc, voilà, ce qu'on fait, c'est très varié. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut que ce soit innovant et il faut qu'il y ait une usine. Donc, il faut qu'il y ait des murs et un outil de production en France. Voilà, et je répondrai aux questions par la suite. Merci. Merci Fabien. On va donc, ce sera Laurent Laferrère qui conclura le webinaire, mais avant, on va procéder à la partie au traitement des questions et des réponses. Donc, j'invite tous les intervenants, et notamment BPI, parce qu'il y a pas mal de questions pour BPI, à allumer leur caméra. Et donc, Quentin, Alice. On va passer en mode. Voilà, donc là, on vous voit. Donc, il y a beaucoup de questions. On avait prévu. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on les traite dans l'ordre d'apparition, dans la mesure du possible. Hop, donc, je remonte. Je vais donc afficher la première question de Madame Larousse, qui va être par là. Alors, est-ce que la production de virus entre dans cette définition? Bah, je crois je ne sais pas si c'était toi, Elodie, qui avait répondu, mais je pense que j'avais vu la réponse. Et c'est bien le cas. Oui. En fait, moi, j'ai répondu, ça dépend pourquoi faire. Enfin, on n'a pas envie d'avoir une arme biologique. Donc, oui, si c'est dans le sens de faire un vecteur, enfin, je n'ai pas trop de détails, mais oui, a priori, un virus, c'est du vivant. Donc, Ok. Donc, question suivante, Madame Zurgen. Est-ce que l'aspect filière est primordial dans le dépôt d'un projet ou l'aspect biothérapie peut suffire? j'ai répondu pareil, je ne sais pas si on m'entend bien, dans le chat. En fait, ça dépend ce qu'on entend par l'aspect filière. Enfin, c'est projet collaboratif, c'est quoi? Parce que forcément, si vous êtes un acteur des biothérapies, vous faites partie de la filière. Donc, pour moi, l'aspect filière, en fait, oui, il est primordial. C'est sûr qu'on y attache une certaine importance au fait que ça entraîne tout l'écosystème et tous les maillons de la chaîne. Après, si c'est le fait que vous déposiez un projet soit collaboratif, soit en propre, Quentin de BPI et Alice, au pire, me corrigeront, mais c'est possible dans les deux cas, en fait. Ouais. Peut-être si la question est tournée sur effectivement, le développement de la filière bioproduction en France, ça fait partie dans les critères de sélection des cahiers des charges. Et effectivement, le choix des prestataires est regardé. Je pense que vous l'avez bien vu, notamment sur l'appel à projet innovation en biothérapie. Effectivement, par exemple, les CRO hors UE, voilà, les CDMO, on est aussi regardant. Effectivement, s'il n'y a pas d'autres alternatives, il n'y a pas d'équivalent français, dans ce cas-là, ça peut être justifié. Mais on aura une préférence, effectivement, pour des prestataires français, de manière générale, ou à minima dans l'Union européenne. Merci beaucoup. Je passe à la question suivante. Il y en a quelques-unes. Donc, une question de Madame Verreccia. Quelle doit être l'origine du cofinancement? Est-ce qu'il s'agit de financement obligatoirement privé? Et est-ce que le projet peut être cofinancé par des fonds européens? Alors, je pense avoir un peu répondu pendant ma présentation, mais
là où je voulais insister, c'est c'était sur l'assiette de dépenses qui est présentée. Effectivement, il ne faut pas qu'il y ait une même assiette de dépenses qui soit cofinancée à la fois sur la stratégie d'accélération opérée par BPI France, par exemple, et par un autre dispositif d'aide publique par ailleurs. Finalement, il faut qu'il y ait un cofinancement privé, après que ce soit un fonds français, un fonds européen, etc. Il n'y a pas de souci. Mais simplement, on demande à ce qu'il y a une clause dans les contrats qui est que pour 1 euro d'aide cumulée, il faut avoir 1 euro de fonds propres en regard. Merci Quentin. Question suivante. L'appel à projet biothérapie et bioproduction exclut-il d'emblée les projets en santé animale? Je crois qu'il y a une réponse déjà un peu sur le chat, il me semble. Je ne sais pas si on a répondu, mais dans la thématique 1, alors c'est plutôt inclus parce que du coup, on autorise les projets de santé animale dès lors qu'ils ont un impact pour la santé humaine. Je ne sais pas si c'est... Oui, sachant qu'il faut que l'impact sur la santé humaine soit quand même suffisamment détaillé dans le projet. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de lointain, envisagé vraiment, pas forcément. Il faut que l'entreprise développe bien dans quelle mesure la thérapie développée aura un impact sur la santé humaine. Merci. Question suivante. Est-ce qu'il est possible de travailler avec BPI France sur la sélection de ces dossiers et ensuite l'accompagnement des acteurs sélectionnés? Et qui contacter dans ce cas? Question de Madame Andretta. Alors, vous l'avez vu dans le processus de sélection des dossiers, en fait, on fait intervenir des experts externes dans le cadre du processus France 2030. Donc, ce n'est pas uniquement sur les appels à projets de la stratégie d'accélération, mais sur tous les appels à projets de France 2030 opérés par BPI France. Donc, on a à minima 3 experts externes qui sont invités aux auditions. Donc, après, on a déjà un panel d'experts externes, mais si vous êtes intéressé pour participer, effectivement, vous pouvez envoyer un email. On a mis les adresses email à contacter en fin de présentation. Oui, et puis on renverra tous les contacts, évidemment, et la présentation à l'issue du webinaire. Question suivante. Concernant les projets d'industrialisation d'un dispositif innovant, indispensable à d'autres technologies sans avoir de produits définis, sont-ils acceptés? Ça dans le but d'être un sous-traitant pour le développement futur ou le support d'une technologie innovante en développement en start-up. Alors, je ne sais pas si je comprends bien la question. Il faut qu'il y ait un lien direct, en tout cas, avec la bioproduction, les biothérapies. Mais j'avoue, je ne comprends pas très bien la question. En tout cas, les sous-traitants, effectivement, peuvent candidater sur l'appel à projet. En gros, est-ce que la question, c'est plutôt le fait d'avoir une partie de la chaîne, de la chaîne de production, par exemple, qui est à déployer sur un CDMO pour tiers? Moi, je comprends ça comme ça, en fait, mais je ne sais pas si c'est ça. Peut-être vu la masse de questions, je pense qu'on pourra y répondre dans un second temps. On invite Monsieur Bouchala, j'espère que je prononce à préciser bien, peut-être à préciser la question. Et on reviendra vers lui, j'avance moi du coup dans les questions. Une question de Monsieur Gérard. Est-ce que les prothèses implantables ou systèmes cardiaques implantables sont éligibles dans biothérapie? Donc les prothèses implantables ou système cardiaque ne sont pas des biothérapies, ce sont des dispositifs médicaux. Dispositifs médicaux pour lesquels vous avez un plan orienté vers le plan dispositifs médicaux. Pas d'appel à projet dédié, voilà le problème. Il n'y a pas d'appel à projet dédié, mais ça va être plutôt les appels à projet génériques, donc Innov et IDEMO, auxquels vous pouvez candidater. Avec ces thématiques, mais pour l'appel à projet biothérapie, ça va être vraiment tous les produits biologiques issus du vivant utilisés à des fins de traitement. Alors, on a des fois... Ouais, vas-y, Quentin, je pense que tu as précisé. Il y a une précision, je pense, mais vas-y si tu veux. Non, vas-y, je pense qu'on a la même, en fait. Peut-être sur les dispositifs médicaux combinés, effectivement,
Là, c'est au cas par cas. Je pense qu'il faut contacter BPI France en amont pour qu'on en discute sur le critère d'éligibilité. Je passe à la question suivante, une question de Madame Maubon. Si nous faisons entrer des fonds chinois ou américains pour éviter d'être une entreprise en difficulté, peut-on néanmoins bénéficier des aides de BPI France? Il n'y a pas de critère d'éligibilité sur l'actionnariat des sociétés. Merci. Ouais, Question après, suivante. non, après, juste, je vous avoue que pour les fonds, le fonds chinois, faites attention, hein, parce je pense qu'il y a d'autres lauréats, certains de nos amis qui peuvent être bonne source de retour d'expérience avec les fonds chinois. Alors, je dis pas qu'ils ont tous une prédation, mais bon, peut-être les fonds américains sont un peu moins offensifs que les fonds chinois. Après, voilà, faites quand même attention à votre actionnariat, je pense. Merci. Ensuite, une question sur la différenciation de Madame Bardor sur la différence entre l'AP que vous avez présenté et l'AP première usine. Oui. Alors, première usine, il fait partie cet appel à projet fait partie du volet structurel. Donc, vous avez pu voir le continuum de financement des aides qui vont de IPSJ, Lab, Innov, IDEMO à première usine. Donc, ils vont vraiment de la R&D à l'industrialisation. Donc, première usine, il est ouvert en fait à toutes les sociétés qui créent leur première usine, comme c'est indiqué dans le nom. Et il est toute thématique. Donc, il n'est pas sur une poche de financement dirigée, comme c'est le cas pour industrialisation et capacité santé. Et en fait, industrialisation et capacité santé est plus large parce que non seulement vous pouvez avoir, ça peut être des projets de première usine, mais également en fait simplement de l'augmentation capacitaire de produits stratégiques, de produits innovants. Donc, si vous voulez, le champ est plus large. Les tailles d'entreprise, c'est aussi plus large que première usine qui est très restrictif sur les PME uniquement. Et malheureusement, alors on n'a peut-être pas abordé, mais on consolide selon la réglementation européenne les tailles d'entreprise. Donc, si vous êtes détenu au-dessus d'un certain pourcentage par un actionnaire, vous avez une consolidation proportionnelle ou totale avec votre actionnaire de référence. Ce qui fait que des petites sociétés qui finalement ont moins de 50 employés, ont un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros, donc qui devraient être considérées petites entreprises, peuvent passer dans les statuts supérieurs. Donc, on est plus large et de toute manière, si vous vous déposez sur première usine, mais que vous êtes éligible à l'une des thématiques d'industrialisation et capacité santé, puisqu'il y a 3 thématiques, donc là, on n'a présenté que la partie bioproduction, vous serez redirigé vers industrialisation et capacité santé, donc autant déposer directement sur cet appel à projet, ce qui évitera de vous faire perdre du temps. Merci Quentin. Ensuite, des questions qui concernent plus la partie fonds d'investissement. Donc, que devient la propriété intellectuelle dans les cas d'investissement en fonds propres de SPI? Fabien, ce serait peut-être... Ton micro est coupé, Fabien. Ouais, Fabien, je crois que ton micro est coupé. Pardon, effectivement. Ouais. Merci. Merci pour la question. Alors, ça dépend de la modalité d'investissement. Si on investit directement dans la société, évidemment, la propriété intellectuelle est dans la société, donc elle y reste. Par contre, si on crée une JV avec le partenaire, là, c'est au cas par cas. Donc, ce qu'on demande, c'est évidemment, si on crée une usine, que cette usine puisse opérer de manière complètement libre. Donc, il faut que la propriété intellectuelle, elle soit logée dans la JV. Donc, ça peut être une cession, ça peut être sous forme de licence. Là-dessus, tout ça est à discuter. Mais oui, il faut que la JV ou la société dans laquelle on investit, elle ait accès à la propriété intellectuelle. Merci beaucoup. Alors, je vais continuer sur les questions SPI. Alors, est-ce que vous investissez sur une techno basée sur un anticorps proche de la phase CMC avec un MOA unique qui peut remplacer la chimiothérapie qui est très toxique? Alors, bon, c'est assez détaillé. Je peux pas répondre comme ça. Ce qu'il faut se dire, c'est que
À partir du moment où vous souhaitez construire une usine, où vous avez un projet d'industrialisation d'un principe actif en France, c'est quelque chose qu'on peut regarder. Ok, après j'ai une question sur l'attraction des talents étrangers en bioproduction. Question assez dense. Est-ce que c'est une question qu'on pourra traiter par ailleurs? Je suis en train de la lire, pardon. Ouais. C'est un peu un mi-chemin entre une question et un avis. Alors, attirer en France des talents étrangers en bioproduction, enfin, est-ce qu'on parle de personnes physiques ou effectivement de sociétés? Nous, on investit dans des sociétés, donc si les sociétés ont besoin d'attirer un talent en particulier qui est étranger, on n'a évidemment aucun problème là-dessus. Et les sociétés, c'est leur choix de s'implanter en France ou ailleurs. Nous, on est simplement un outil qui leur permet de faciliter leur implantation en France. C'est tout. Ok, donc après j'ai une question qui revient plutôt, je pense à Alice et Quentin. Donc dans le cadre de l'appel à projet innovation en biothérapie, les essais cliniques réalisés sur le territoire français sont financés principalement sous forme d'avances remboursables, sauf les essais cliniques en phase 1 et 2A, où les subventions peuvent représenter 20% de l'aide. Or, de plus en plus d'hôpitaux se positionnent en promoteurs des essais cliniques. Dans ce cas, comment doivent être considérés les frais liés aux essais cliniques, inclus dans le budget de l'hôpital ou inclus en tant que frais de sous-traitance dans le budget de l'industriel? Tu veux répondre? Alors déjà effectivement sur le fait d'être que le CHU par exemple soit promoteur, enfin le laboratoire, par le passé on n'a pas eu forcément des bons retours, des bonnes expériences. Donc même pour vous, pour les sociétés, je pense qu'il est préférable que vous soyez promoteur pour des raisons de sécurisation des données cliniques. S'il n'y a pas d'autre possibilité, donc si effectivement l'hôpital est promoteur de l'essai clinique, dans ce cas-là, on vous demandera effectivement un contrat de sécurisation sur les données cliniques en amont. Et en fait, je crois qu'Alice l'a présenté dans ses diapositives, mais tous les frais en fait justement doivent passer en sous-traitance de la société chef de file. Et il n'y a pas de maximum de sous-traitance. Merci beaucoup. Je continue. Alors, je ne suis pas complètement dans l'ordre parce que ça arrive. Donc, dans le cadre de l'appel à projet Industrialisation et capacité santé 2030, avec dispositifs médicaux et dispositifs de diagnostic in vitro, les projets constituant un maillon de la chaîne de valeur sont-ils acceptés? Non, pas de rapport avec la bioproduction, mais oui, pour répondre, oui, effectivement. Et en fait, ça dépend de la part qui va qui est destinée, en fait, le composant, la part qui est destinée aux dispositifs médicaux sur la part globale. Si par exemple, le composant peut être destiné à d'autres secteurs, il faut voir la part, il faut qu'elle soit à minima majoritaire. Ou même dans le cas du Oui, ça peut être le cas pour la bioproduction aussi. non, mais dans le cas même des DMDIV, parce en effet, il y a des DIV qui permettent, par exemple, de stratifier, des biothérapies. Donc en fait, enfin, comme dit Quentin, ça dépend la proportion, quoi. Merci. Ensuite, une question de Madame Maubon. Est-ce que les startups deep tech créées bien avant 2018 et qui portent de réelles technologies de rupture sont éligibles à toutes les aides que nous avons présentées? On lui conseille apparemment de recréer une nouvelle société avec une licence d'exploitation.
Alors, Startup Deep Tech, ça veut dire qu'elles ont déjà été labellisées, parce que vous avez un certain nombre d'aides qui sont plutôt en région, les bourses FinTech Émergence, les aides au développement Deep Tech qui ont, je ne suis pas spécialiste, mais qui ont des échéances peut-être d'ancienneté d'entreprise plus ou moins longues. Notamment, je pense que la BFTE, ça doit être le cas. Donc, effectivement, après, si vous avez passé le coche, vous ne pouvez pas forcément bénéficier de ces premiers financements, mais les autres sont toujours ouverts. ILAB, par exemple, il faut que les sociétés aient, pareil, une ancienneté qui ne soit pas trop importante. Ça doit être 2 ans. En tout cas, vous avez ensuite tout un autre type d'appel à projets qui n'ont pas de critères d'éligibilité sur l'ancienneté de l'entreprise. Je pense à Innov, IDEMO, auxquels ce type de sociétés, si elles ont des projets R&D, peuvent postuler. Même chose sur l'appel à projet innovation biothérapie ou sur l'appel à projet industrialisation et capacité santé. Il n'y a pas de critères d'éligibilité par l'ancienneté. Merci, Quentin. Il y a plusieurs questions au niveau de la santé animale. Une réponse qui a été faite par Elodie directement dans le chat. Je vais en afficher une. On va clore prochainement cet exercice de questions-réponses. Vous aurez évidemment les coordonnées des différents intervenants à l'issue du webinaire. Si la question n'a pas été traitée, on pourra revenir vers vous et vous pourrez reposer votre question. Je vais peut-être en afficher encore peut-être 2. Celle-ci, donc de Madame Plantier. Est-ce qu'on parle bien de santé au sens large intégrant la santé animale? Donc ça a déjà été un peu répondu, donc il me semble qu'on l'a déjà évoqué. Peut-être un dernier mot là-dessus? Alors, pour la santé au sens large, nous, c'est ce qu'on a dit avec BPI et nous, en tant que l'État. C'est vraiment la santé animale qui sert la santé humaine. Donc la finalité, ça sera la santé humaine. Par contre, en effet, on a toujours dans le viseur les approches One Health. Donc en fait, ce que j'ai répondu dans le chat, c'est il y a aussi la stratégie maladie infectieuse émergente, je crois, qui a cette approche peut-être plus One Health. Donc ça peut aussi être un moyen. Après, pour le fonds SPI, je sais pas. Pour le fonds SPI, il n'y a aucun... Oui, effectivement, on regarde vraiment tous les types de projets. Donc, santé animale, sans problème. Bon, je propose qu'on en reste là. Merci à tous pour vos réponses. On va rester là. On est dépassé déjà de 3 minutes. Alors même si on a démarré avec un petit peu de retard, on va laisser... je vous invite du coup, donc merci à tous et à toutes pour vos réponses, notamment côté BPI France. Merci à Elodie. Je vais laisser la parole à Fabien. Je te retrouverai en participant et je vais laisser donc, pour conclure ce webinaire la parole à Monsieur Laferrère en remettant la présentation. Merci à tous pour vos questions. Si les questions n'ont pas été traitées, vous aurez les contacts des intervenants et vous pourrez leur poser la question en direct pour faire avancer vos sujets. Laurent, c'est à toi. Laurent, il faut activer ton micro. Il est désactivé pour avant. Merci. Donc, vous m'entendez maintenant? C'est parfait? Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon, on t'entend. Bon, parfait. Excusez-moi. Donc, Laurent Laferrère, le directeur général de France Biolide. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas France Biolide, je rappelle très brièvement ce qu'a dit déjà d'ailleurs Elodie en introduction de cette présentation de la stratégie d'accélération, c'est que France Biolide est née d'une co-construction et d'une ambition partagée entre le comité stratégique de filière des industries et technologies de santé et l'État pour créer effectivement un pilote qui va structurer, accompagner et promouvoir finalement la filière de bioproduction française. Alors, je voudrais, voilà. Ensuite, donc, France Biolide, c'est donc l'acteur national qui fédère effectivement toute la chaîne de valeur de la bioproduction française, du biomédicament. C'est l'interlocuteur de référence
sur la bioproduction auprès donc de l'Agence Innovation en Santé, de l'État et de l'ensemble des acteurs. Et puis, c'est également le porte-parole de la filière, à la fois à l'échelle nationale et internationale. Et je voudrais tout de suite dire que ce qu'on peut retenir finalement de cette présentation de la stratégie d'accélération biothérapie, bioproduction et finalement des dispositifs de financement associés pour soutenir la filière, c'est bien le soutien important de l'État qui montre finalement une réelle volonté d'afficher, de faire de cette filière une filière stratégique pour pouvoir effectivement amener, je dirais, à la fois cette conquête, cette volonté de conquérir de nouveau notre souveraineté industrielle et notre souveraineté thérapeutique. Donc nous avons pu voir finalement au travers de ces présentations à la fois donc la partie stratégie d'accélération, l'ensemble des dispositifs de soutien sur le continuum, comme vous avez pu le voir, de la recherche fondamentale jusqu'à l'industrialisation, avec bien sûr des opérateurs qui sont différents selon les dispositifs. Certains sont opérés par l'Agence nationale de recherche, mais vous avez pu voir beaucoup plus en détail sur ce webinaire, finalement, tout ce qui va être AAP, innovation en biothérapie, bioproduction et industrialisation et capacité santé 2030, qui sont des appels à projets qui viennent soutenir directement finalement la filière de bioproduction, à la fois dans son souhait de développer l'outil industriel qui est nécessaire pour réaliser les objectifs qui ont été donnés tout à l'heure, objectifs à horizon 2030, pour aussi venir soutenir tout ce qui va être compétences et métiers d'avenir, et pour venir soutenir tout ce qui va être développement de technologies de rupture. Tout cela, c'est pour conquérir notre souveraineté thérapeutique et industrielle, avec l'objectif, à horizon 2030, de doubler la production de biomédicaments en France, de doubler le nombre d'emplois en France, et puis également de faire émerger à la fois des ETI au nombre de 5 et des licornes. Donc tout ceci montre qu'effectivement, on est en train de lancer cette dynamique. On est dans une phase où on a le soutien de l'État, et je vous remercie effectivement pour tout cela. On a besoin de projets. Comme vous avez pu le voir, il y a les financements, on a les moyens, il y a besoin maintenant de projets. On va aider à faire émerger ces projets également avec France Bulid et l'ensemble des groupes de travail qu'on est en train de lancer pour faire émerger ces nouvelles technologies de rupture. Donc c'est vraiment une belle dynamique qui émerge depuis déjà quelques années, mais qui est en train de s'accélérer avec notamment la création de France Bulid. Donc je voudrais maintenant remercier effectivement Élodie Pliquet de la Direction générale des entreprises pour effectivement la présentation de la stratégie d'accélération biothérapie et bioproduction, Alice Copin, Quentin Fabrega pour la présentation de tout ce qui est AAP concernant effectivement la filière de bioproduction, et puis Fabien Brenneval également pour tout ce qui va être fonds d'investissement liés à la BPI. Et puis surtout également remercier Estelle Vincent et Florian Thureau donc, de BioVallée, France BioVallée, et puis plus généralement Enosis Santé pour effectivement ce webinaire que nous avons eu le plaisir effectivement de regarder. Et je remercie également l'ensemble à la fois des intervenants et puis l'ensemble des personnes qui ont posé des questions. Comme le disait Florian tout à l'heure, vous aurez tous nos contacts et on sera ravis de pouvoir répondre à d'éventuelles questions complémentaires. Merci à tous. Et enfin, effectivement, ensemble, tu peux revenir dessus, ensemble, notre objectif, c'est de faire de la France un leader de la production de biomédicaments à horizon 2030. Merci. Merci Laurent, merci à tous. Bon appétit et bon après-midi.